Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. L'ameublement de la saison 2 de l'émission Place aux aînés est une gracieuseté de Meubles Tardy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Place aux aînés reçoit Mme Catherine Bérubé du CI3S du Bas-Saint-Laurent. Elle vous expliquera en quoi consiste le volet soins à domicile dans notre MRC des Basques. Pour le récit de vie, ce sera une personne très impliquée dans notre communauté, M. Maurice Vanet. Du côté des saines habitudes de vie, M. Guylain Landry vous montrera quelques exercices d'échauffement que vous pourrez réaliser chez vous. Voici le moment de vous présenter Mme Catherine Bérubé, chef de service au soutien à domicile du 6 Bas-Saint-Laurent, secteur des Basques. Elle vous parlera des services qui sont offerts au niveau des soins à domicile et les conditions pour les recevoir. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Catherine Bérubé, la chef de service du soutien à domicile pour tout le territoire des Basques. Moi, je suis officiellement arrivée ici il y a environ un an, en pleine pandémie. Hein? Fait que dans la dernière année, on a travaillé fort beaucoup à s'occuper de la COVID, mais malgré tout ça, on a encore au cœur la priorité même du soutien à domicile, c'est-à-dire d'assurer les soins et services là, de nos résidents et de nos usagers, tant dans leur domicile ou dans leur résidence privée pour aînés, que moi, je vais vous nommer milieu de vie aujourd'hui, hein, parce que milieu de vie, ça comprend soit le domicile, comme je viens de vous dire, ou les résidences privées. Fait que l'objectif du soutien à domicile, c'est vraiment là, de maintenir ou de restaurer l'autonomie hein, des personnes dans le but de les diriger judicieusement vers les bonnes ressources pour leurs soins, pour leurs besoins, qui auront été préalablement évalués. C'est ça. Bien, les services vont être donnés en fait soit par différents partenaires communautaires ou par le CLSC même, soit dans les lieux physiques du CLSC ou par les intervenants qui iront à domicile ou en RPA, résidence privée pour aînés, ou même les RI, les résidences de type intermédiaire. Ce qu'on souhaite, nous, au soutien à domicile, c'est de maintenir le résident ou l'usager ou la personne dans son milieu de vie le plus longtemps possible. L'objectif n'est pas de les transférer de milieu ou de les déménager. Ce qu'on souhaite, c'est, pour perdurer l'autonomie, c'est de les maintenir dans votre milieu. Fait que n'ayez crainte, là, l'objectif n'est nullement de sortir les gens de leur résidence, de leur maison. Ce qu'on veut, tout d'abord, c'est de vous offrir les services afin de vous maintenir là, pour que vous puissiez rester là le plus longtemps possible. Fait que c'est là qu'on, nous, le CLSC, le soutien à domicile arrive en jeu, puis vient vous offrir des services. Puis là, je vais vous nommer les critères d'admissibilité, pour que vous soyez bien en mesure de comprendre pourquoi certains sont pris et d'autres non. Donc, en premier lieu, on va prendre une personne qui est dite confinée. Une personne confinée, elle peut être confinée à domicile de façon permanente ou de façon temporaire. Quand on parle de confiné, c'est quelqu'un qui ne peut plus sortir de sa maison. Par exemple, une personne en fauteuil roulant qui aurait une voiture adaptée n'est pas confinée à domicile. Le fait de ne pas avoir de voiture, mais qu'on peut quand même sortir parce que le voisin nous aide puis qu'il devient notre proche aidant, qui nous amène au CLSC et tout ça parce que lui nous conduit, bien, on n'est pas confiné non plus. Quand on dit confiné, c'est vraiment pris dans sa maison. Bien, pris. Ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir pour aller à peu importe le type de rendez-vous que vous avez. On peut choisir aussi d'aller à domicile quand nous, on juge que ça devient plus pertinent pour un usager qu'on aille le voir dans son milieu de vie. Par exemple, quelqu'un qui pourrait avoir des troubles cognitifs,
qu'à chaque fois qu'il sort de son milieu, bien, ça le désorganise ou il perd ses repères. Fait que ça va être plus bénéfique pour l'usager en même temps qu'on aille le voir dans son milieu, puis en même temps, bien, s'assurer que le milieu va être sécuritaire pour lui, puis d'évaluer en même temps. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas de réseau non plus, qui a de la difficulté à prendre ses rendez-vous. Fait que c'est plus facile pour nous d'aller l'évaluer là. Et le dernier point, c'est qu'on doit également s'assurer que le milieu est sécuritaire pour les employés, en fait, pour mon personnel qui doit se déplacer dans le milieu. Fait que si le milieu est insalubre, si la galerie a des planches de bois craquées, si la porte d'entrée n'est pas déblayée, par exemple, ben, c'est sûr que le personnel n'ira pas par mesure de sécurité aussi pour nous, pour eux et pour nous. Le soutien à domicile offre de l'aide pour les personnes en perte d'autonomie, soit avec un handicap physique ou un handicap intellectuel. Perte d'autonomie, on va parler souvent, c'est dû au vieillissement normal, en fait, là, quand on vieillit, mais à une vitesse dépendante et âge dépendant de chaque individu. Le soutien à domicile, il sert en tout à éviter ou à réduire la durée d'une hospitalisation. Ce qui fait, c'est qu'une fois que les gens sont hospitalisés, le but, c'est de les ramener le plus rapidement possible dans leur milieu pour diminuer le déconditionnement. Puis en les ramenant le plus rapidement possible, bien, nous, soutien à domicile, on est capable de venir combler des besoins ou des services temporairement ou permanents, tout dépendamment de l'hospitalisation avant ou de la perte d'autonomie qui est actuellement en cours. Pour juger ou évaluer, pas juger, mais bien évaluer ces besoins-là, un plan d'intervention va devoir être fait. Ce plan d'intervention-là va être fait par un membre de mon personnel qui va se rendre à domicile, qui va évaluer avec vous, les personnes qui ont besoin, quels sont les services nécessaires pour vous maintenir à domicile en fonction de votre condition actuelle. Fait que, comme je vous l'ai nommé au début, ce qu'on veut, c'est un maintien à domicile avec des services ajoutés pour que vous puissiez rester dans votre milieu. Là, bien, on a un éventail de services, en fait. Il va y avoir des services de soins professionnels ou des services professionnels. Ce qu'on parle ici, c'est tout ce qui est côté soins infirmiers qui peuvent se déplacer. On peut avoir des travailleurs sociaux aussi, qui c'est en majorité leur rôle de s'assurer que vous êtes bien et que vous avez le bon service dans le milieu. On peut avoir des éducateurs spécialisés qui peuvent vous aider à créer une routine ou aider un couple, par exemple, quand un des deux a des troubles cognitifs, à maintenir une certaine routine, essayer d'établir des journaux de bord pour essayer de garder ou de se souvenir, par exemple, qu'on a des médicaments à prendre 4 fois par jour. Fait qu'il y a ces gens-là. On peut parler aussi d'aide à la vie domestique ou d'aide à la vie quotidienne. Quand on parle d'aide à la vie domestique, c'est ce qui est surtout en lien avec les repas, le lavage des vêtements. On peut parler aussi de l'entretien ménager. Ça, ce n'est pas directement le CLSC qui fait affaire, mais nous, on a un partenariat avec le GIED, en fait. C'est avec le GIED que nous, on travaille pour que vous puissiez avoir malgré tout ce service-là. On peut vous accompagner aussi dans toutes ces démarches-là. Quand on parle d'activités à la vie quotidienne, bien là, on va parler de gens qui ont plus de difficultés à se laver, à prendre un bain, à faire leur toilette, à s'habiller, à se mettre en pyjama le soir. Puis c'est là aussi qu'on a une équipe. Moi, j'ai une équipe d'auxiliaires de santé et services sociaux, les ASSS, qu'on appelle plus commun, mais on a aussi un partenariat avec le GIED qui peuvent aussi, en fonction des besoins, tout dépendamment du type de soins d'hygiène qu'on a à faire, mais qu'on va travailler avec eux aussi pour que vous puissiez avoir ce soin-là. Il y a le support aux proches aidants qu'on est capable de donner aussi parce que souvent, dans un couple, un des fois, peut être plus malade physiquement, puis l'autre personne ne le supporte, mais on vient aussi en renfort. Puis on travaille encore avec des organismes communautaires, par exemple, comme le CAPAB, avec qui on va travailler, qui vont pouvoir aller en renfort puis en support aux personnes proches aidantes. Et on parle aussi de soutien technique. C'est là que rentre le prêt d'équipement en cas de besoin afin d'adapter le milieu, afin de rendre votre milieu sécuritaire aussi, par exemple, dans les soins d'hygiène ou de toilette. Des soins d'hygiène, pas de toilette. Donc, quand on parle de soins d'hygiène,
Les prêts d'équipement, maintenant, il faut passer par la grande porte d'entrée de l'accueil régional. En fait, pour ça, je vais vous laisser le numéro tantôt, là, puis je vais vous refaire un petit résumé. Mais le prêt d'équipement, maintenant, vous prête du matériel pour 3 mois. Une fois ça, le 3 mois terminé, si le besoin est justifié et que c'est vraiment utile ou aidant pour vous, bien là, ça devient à vous de faire des démarches pour vous en procurer un. Le GIED aussi a un prêt d'équipement à long terme qui, des fois, peut venir balancer là, le besoin pour une question financière. Mais des fois, ça peut être de mesures temporaires ou un peu plus long terme, mais ça devient la responsabilité, malgré tout, votre responsabilité de vous en procurer un pour que ça soit perdurable, vous assurer que ça soit perdurable dans le temps. La grande porte d'entrée du CLSC. Plusieurs, là, la façon qu'on fonctionne, c'est que si vous êtes déjà connu des services du CLSC, tout le monde a un intervenant pivot à votre dossier. C'est ces gens-là que vous pouvez contacter directement en cas de besoin supplémentaire. Si, par exemple, vous n'avez aucun, vous n'êtes pas connu, vous n'avez jamais eu de besoin de CLSC ou ça a été une mesure très temporaire et suite à la mesure temporaire, on s'est retiré de votre dossier, bien, la grande porte d'entrée, c'est l'accueil régional. Et je vous donne le numéro qui est le 1-833-422-2767. C'est à ce numéro-là que vous pouvez téléphoner pour nommer vos besoins. Puis suite à ça, bien, votre dossier va être analysé et va nous être référé pour qu'on puisse, après ça, évaluer votre demande et partir la prise en charge là, pour assurer votre service et votre maintien à domicile. Je vous ai fait un gros topo, en fait, de ce qui se passe pour nous de notre côté dans le soutien à domicile. Sachez que vous êtes toujours au cœur de notre priorité. Hein. Si on est là, c'est pour s'assurer que vous êtes bien avec les bons services. Puis, ce qu'on souhaite de plus en plus vous nommer aussi, c'est que c'est vous qui êtes au cœur de ces soins-là, au cœur des besoins que vous avez. Fait que pour nous, c'est encore plus primordial de vous inclure dans tous ces soins-là, dans le processus dans lequel vous embarquez, pour que tout ça soit plus facile et que ça réponde vraiment bien à votre besoin. Alors voilà, fin de journée. Merci beaucoup, Mme Bérubé, pour cette présentation. Cela a permis à plusieurs personnes d'en apprendre davantage sur les services de soins à domicile et de pouvoir vous contacter au besoin. Pour le récit de vie, M. Maurice Vanet, établi à Trois-Pistoles depuis de nombreuses années, vous parlera de plusieurs initiatives personnelles et professionnelles qu'il a réalisées et aussi de ce qui l'a amené à s'installer dans notre belle MRC des Basques. Notre équipe est allée le rencontrer dans son magnifique chalet au bord du fleuve. Bonjour Maurice. Salut. Comment allez-vous? Ben, ça va assez bien, oui. Oui, bon. Je me suis demandé comme question en m'en venant ici, Vanet, c'est de quelle origine? Bien, savez-vous, vous n'êtes pas la première à me demander ça. Ah oui? Vanet, ben, c'est d'origine suisse. Mon père était suisse. Et donc, quand on a immigré au Canada, le nom est resté, bien sûr. Et voilà, Vanet, c'est d'origine suisse romande. Suisse romande. Puis à quel moment de votre vie vous êtes arrivé ici au Canada? À l'âge de 12 ans. Donc, c'était en 1953. Mon père était venu une année auparavant pour préparer le terrain et ramasser les richesses qui traînaient dans les rues, sur les trottoirs, partout. Et il nous a fait venir et on s'est installé dans la région de Hull en premier. Est-ce que le dépaysement était difficile pour vous? Bien, écoutez, d'abord, imaginez-vous qu'un petit gars arrive en culotte courte, avec des lunettes, des barniques, comme on m'a appris que ça s'appelait, et qui avait un accent étranger. Et là, quand j'allais au parc de baseball, d'abord, je ne comprenais pas comment ce sport-là, comment ça se jouait. Mais ça n'a pas été facile. Mais bon, après tout, à part quelques cicatrices et quelques coups de couteau, ça s'est bien passé. Vous avez passé au travers, d'après ce que je peux voir. Puis vous avez cumulé plusieurs années d'enseignement. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, ça a été souvent le fruit du hasard que je me suis ramassé dans différents contextes d'enseignement. J'ai enseigné à tous les niveaux. Niveau primaire dans le nord du Manitoba, dans une communauté métisse. J'ai enseigné dans la région de Sudbury au niveau primaire. Au Manitoba, c'était au secondaire. Et après ça, j'ai enseigné au collégial
à Ottawa et à Montréal, au Cégep de Maisonneuve. Puis après, j'ai enseigné dans quelques universités. Et donc, j'ai tout ce qu'il faut pour devenir ministre de l'Éducation. J'espère que ça va être entendu en haut lieu. Puis est-ce qu'il y a des expériences qui ont été plus marquantes que d'autres? Je dois dire que l'expérience dans le nord du Manitoba, isolée dans une communauté métisse, ça a été très formateur, très intéressant. J'ai eu une des expériences d'enseignement, de rencontres avec des jeunes extraordinaires. Ça a été très difficile pour moi de m'arracher de ce milieu-là. Mais bon, j'étais jeune et à un moment donné, il fallait bien dire, est-ce que je me vois passer toute ma vie dans le nord du Manitoba? Et donc, je suis retourné à Hull pour ouvrir une boîte à chansons. OK. Puis cette boîte à chansons-là, ça avait l'air de quoi exactement? Bien, d'abord, ça s'appelait le Mazo. OK. Déjà, c'est un indicateur. Et il fallait être masochiste pour ouvrir une boîte à chansons à Hull. Et là, écoutez, ça a été une expérience extraordinaire. On était au début de la Révolution tranquille, on est au début de tout l'éclatement dans la culture québécoise et des nouveaux, qui vont devenir les grands noms de la chanson québécoise. Ils sont tous passés chez nous, là. Vigneault, Charlebois, Léveillé, Pauline Julien, Clémence Desrochers, et j'en oublie, là. Mais toute cette gang-là qui ont marqué la culture québécoise ont passé à la boîte à chansons. Ça a duré combien d'années, ça? 2 ans. 2 ans. Oui. Mais 2 ans bien remplis. Bien, écoutez, c'est parce qu'après, une fois qu'ils sont reconnus, ils ont plus envie dans les grandes salles que dans les petites boîtes à chansons. Donc, les boîtes à chansons, ça a été un phénomène assez exceptionnel. Et ça a continué dans certaines régions du Québec. Bien sûr, le grand classique, c'est Val-David, là. Oh, intéressant, vraiment. Puis, qu'est-ce qui vous a amené ici, dans le bas du fleuve? L'amour, madame. L'amour? Oui. L'amour, ça continue encore? Oui, l'amour du fleuve. J'imagine qu'on a tout ce qu'il faut ici. Hein? Quand tu goûtes à ça, c'est difficile de ne pas t'installer. Donc, c'est encore une fois, c'est le hasard. Je suis arrivé ici invité pour un party, puis finalement, pendant le party, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, écoute, tu as envie de t'installer en région, j'ai le père d'un de mes chums qui a une terre à vendre. » J'ai dit « OK, on va aller voir ça, là. » Mais je me disais, là, attends, là, je viens d'arriver, là. Puis le lendemain, j'ai visité la terre. 3 jours après, je signais chez le notaire. C'était vraiment le coup de foudre. Ben oui, on voit ça. Hein, vous êtes vite en affaires. Super. Vous avez été directeur aussi à l'École de langue avec l'Université Western. Qu'est-ce qui vous a amené là? Encore une fois, le hasard. Je faisais du jardinage biologique, puis j'ai rencontré un prof qui enseignait à l'École de langue et il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? » Fait que je lui ai parlé du jardinage. Je dit « C'est intéressant, viens donc parler de ça à mes étudiants. » Puis je suis allé, j'ai rencontré le directeur, puis il m'a dit « Ben écoute, si ça t'intéresse, il y aura peut-être un poste l'année prochaine. » Puis j'avais fait un certificat en enseignement du français langue seconde. Donc, c'est ça. Et j'ai étudié en anthropologie, j'ai fait mes études en anthropo. Donc, j'ai donné un cours sur la culture québécoise. OK. C'était ça pendant les 12 années? 12 années sur la culture québécoise. OK. Et après ça, le directeur en place a levé les feutres et l'université mal prise m'a engagé comme directeur où j'ai sévi pendant 22 ans. Ah, c'est quand même une bonne période, hein? Ouais. Oui. Durant cette époque où j'étais directeur, je pense que ce qui a été le plus stimulant, ça a été le travail en équipe, de construire une équipe et surtout de donner une couleur locale et régionale à notre équipe, d'avoir des animateurs, des profs qui venaient du milieu, travailler avec les familles d'accueil pour que lorsque les étudiants arrivent ici, qu'ils se sentent vraiment en immersion, qu'il y ait des activités qui permettent aux étudiants de rencontrer des gens du milieu avec des animateurs de leur âge, parce que le problème souvent en immersion, c'est que les étudiants qui arrivent ici, anglophones ou autres langues, c'est qu'ils ont tendance à se tenir ensemble. Donc, l'idée, c'était d'engager des gens du milieu pour avoir du répondant, pour que les jeunes puissent s'identifier à des jeunes de leur âge aussi, de rencontrer des gens, par exemple, faire des ateliers vidéo sur le jardinage, les madames qui font du jardinage, etc. Donc, pour moi, ça a été ça le plus important, de faire vraiment une approche communautaire de l'apprentissage du français à Tropictal. Puis je pense que ça a bien fonctionné. Voilà. Ouais. Puis
À travers tout ça, vous avez été fondateur du Festival des contes. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là? Bien, vous êtes au courant de bien des affaires, madame? Ah, nos recherchistes font un travail extraordinaire. Alors oui, j'ai fondé le festival Le Rendez-vous des Grandes Gueules, qui est à Tropstol. On a fêté le 25e l'année passée. Très rapidement, c'est une belle anecdote. Encore une fois, le hasard, qui fait que j'ai rencontré une personne qui est venue travailler à la maison chez moi au 3e. On avait des réparations à faire et pendant une semaine, j'ai travaillé avec lui et j'ai découvert un monde exceptionnel de mémoire vivante, des expériences qu'il me racontait, ses voyages en train pour aller faire les récoltes au Manitoba, les récoltes du blé en Manitoba. Donc, toutes des choses que bien des personnes aujourd'hui ne connaissent plus. Et aussi, il a une façon de raconter les affaires. J'ai dit, il faut garder ça. Et ça a mijoté pendant plusieurs années. Et finalement, j'ai dit, bien, si on faisait un festival de contes et de récits, alors faisant venir des conteurs, ça donnerait peut-être le goût aux gens de se raconter au lieu de se faire raconter par les grands médias, que les gens prennent parole. Donc, le festival a été conçu en fonction d'encourager les gens à prendre parole. Et à part du fait qu'on a reçu ici tous les plus grands conteurs du Québec et de la francophonie depuis 25 ans, plusieurs ont même commencé leur carrière à la Forge à Bérubé. Donc, au-delà de cet aspect-là d'avoir des artistes qui viennent, le festival a toujours pris soin de cette mission de donner la chance aux gens de prendre parole pour conserver la mémoire vivante C'est vraiment intéressant parce que c'est partout autour de nous autres qu'on a besoin de ramasser tous ces petits bijoux de mémoire vivante, là. Absolument. Puis le festival a plusieurs volets qui s'intéressent à cet aspect-là. Il y a les cafés de la parole, il y a les ateliers de récit de vie, il y a le volet des jeunes à l'école qu'on appelait les petites gueules, pour aller chercher la mémoire des aînés et ramener ça à l'école, faire un spectacle avec ça. Donc, il y a plusieurs aspects du festival qui continuent à œuvrer dans ce secteur-là. Ouais. Je suis contente qu'on fasse découvrir aux gens l'origine du Festival du conte. Intéressant. Depuis combien d'années vous êtes impliqué au conseil municipal? Ça fait 3 mandats, donc 12 ans. C'est mon 4e mandat. Et c'est une belle expérience. On apprend beaucoup. C'est sûr qu'on arrive là puis qu'on pense qu'on va révolutionner la planète. Donc, ça prend une bonne dose d'humilité, de modestie, au jour le jour, de travailler pour améliorer notre milieu de vie. Oui, j'imagine. Et avez-vous encore conservé des passions, même après toutes ces années de travail, ça et là? Écoutez, moi, j'en ai trop de passions. Là. Je ne sais plus comment caler ça dans mes journées, dans mes semaines. Okay. Je suis un grand amateur de littérature, c'est sûr. Je lis, j'ai ma dose. Si je n'ai pas ma dose, je suis malheureux. Et aussi, pour changer un peu, aérer les esprits, bien, il y a le jardinage. Je n'ai jamais lâché ça et c'est un des plus grands plaisirs de ma vie. Parce que ça te met en contact avec la nature directement, le jardinage. C'est magique. Tu prends une petite graine de tomate ou de poivron, tu mets ça dans la terre, puis ça pousse. Puis à l'intérieur de cette tomate-là, il y a des milliers de petites graines qui ne demandent que de vivre. Donc, c'est une expérience à la fois corporelle, physique, mais aussi spirituelle, je dirais. Oui, oui. Bien, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui avec vous. C'était un bon moment de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière M. Vanet. On vous remercie aujourd'hui de nous avoir accueillis chez vous, puis de nous avoir fait partager ce magnifique point de vue. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Merci, Maurice, pour ton grand dévouement, ton dynamisme et ton précieux apport dans le développement de notre MRC. Tu es une personne très inspirante et bonne continuité dans tous tes projets. En troisième partie, rencontrer M. Guylain Landry, entraîneur et responsable au Centre de conditionnement physique des Basques. Il vous montrera comment exécuter quelques exercices d'échauffement
que vous pourrez réaliser en vous levant le matin ou à toute autre heure de la journée. Bonjour, mon nom est Guylain Landry. Je suis entraîneur au Centre de conditionnement physique des Basques. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices qu'on peut faire le matin lorsqu'on se lève du lit. Donc, c'est des exercices de mobilité très simples qui permettent d'activer la circulation, d'activer les tendons, les ligaments, d'activer les muscles. Donc, on peut faire en se levant du lit ou pendant la journée. Présentement, depuis environ 2 ans, je donne des ateliers de vie active à quelques endroits dans la MRC des Basques, donc au domaine de Trois-Pistoles, à Saint-Clément et Saint-Jean-de-Dieu, donc avec des personnes âgées. Donc, dans le cadre de cette activité qui dure environ 1 heure, je fais des exercices de mobilité et je travaille également avec des bandes élastiques. Mais aujourd'hui, on va s'en tenir à quelques exercices d'échauffement que je fais avec ces personnes lors de ces rencontres. Donc, ils sont très simples. Le premier exercice, c'est simplement lever les épaules et déplacer les épaules vers l'arrière. Donc, on amène de la mobilité au niveau des épaules, au niveau du haut du dos. On peut faire ça environ une trentaine de secondes et plus, selon le temps qu'on dispose. Deuxième exercice, on place les bras en avant comme ceci, les paumes vers le plafond. Donc, on plie les avant-bras. Donc, on amène de la mobilité au niveau des coudes. Puis, on ouvre les bras vers l'extérieur. Donc, on travaille les muscles au niveau de la cage thoracique. Et on pousse vers le plafond. Quelques mouvements. Donc, deuxième mouvement. Troisième mouvement, pieds légèrement, à peu près largeur du bassin, les genoux légèrement repliés, et on fait des cercles avec le bassin. Donc, on commence par des petits cercles et tranquillement, on agrandit les cercles. Donc là, on amène la mobilité au niveau du bassin, puis on fait la même chose de l'autre côté. Quatrième mouvement, les pieds sont rapprochés. On met les mains sur les genoux et on fait des cercles avec les genoux d'un côté, donc environ une trentaine de secondes au total, donc 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Et le dernier mouvement, c'est un mouvement qui va aider également au niveau de l'équilibre. Donc, les pieds légèrement écartés et on lève les talons. On peut mettre une chaise devant soi si on veut se protéger au niveau de l'équilibre. Donc, on peut mettre, si on a une chaise en avant de nous, on peut mettre les mains sur la chaise, sinon au-dessus de la chaise ou sur les côtés. Donc, on lève les talons comme ceci. Donc, c'est une séquence très, très, très simple qui peut être faite par tout le monde. Donc, c'est rien. Puis, des fois, les gens, un petit peu, si vous entendez des petits craquements, ça arrive des fois le matin, alors il n'y a rien de... c'est pas un problème. Donc, il faut y aller lentement. Le secret, c'est d'y aller lentement. Donc, il faut toujours éviter le matin les étirements statiques. Donc, c'est la mobilité qu'il faut pour amener de la circulation. Vous pouvez me rejoindre au Centre de conditionnement physique des Basques au 418-851-4864, poste 2. Donc, j'offre mes services pour des entraînements de groupe ou des entraînements privés également aussi. Donc, il fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup. Au plaisir. Merci beaucoup, Guylain, pour cette belle routine d'exercice, simple à faire. Tu nous montres à rester actif de façon pratique et surtout sécuritaire. Merci beaucoup. Encore une émission qui se termine. Souhaitons que vous l'ayez appréciée. À notre prochaine rencontre, ce sera le tour de Mme André Tremblay de venir vous présenter son organisme, soit la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles.
Pour le récit de vie, ce sera Mme Jacinthe Veilleux de Trois-Pistoles qui vous parlera des émissions qu'elle aimait écouter dans son enfance. Et en dernière partie, Mme Marie-Josée Dubé-Gamache, policière, vous renseignera sur des situations de fraude qu'il faut apprendre à détecter. Au revoir, Michel. Au revoir. Bonjour Au revoir. tout le monde. Et à bientôt. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.